Et c'est donc Delphine Arnaud qui est avec nous pour entamer cette demi-heure d'émission. Gérante multi-asset et overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. Bonjour. On reprend le fil de nos discussions en cette période de rentrée, dernier jour du mois d'août. Ça va permettre d'ailleurs de faire un bilan estival du mois de juillet et du mois d'août qui ont été, alors jusqu'à 15 jours, des mois très positifs sur les marchés globaux et les marchés actions notamment. Avant de parler des enjeux de la rentrée, je voulais qu'on prenne quand même quelques instants pour revenir sur cet épisode estival qui n'a pas été un petit rebond, qui a été quand même un rebond de 6 semaines consécutives entre le 5 juillet et le 16 août, un rebond d'une ampleur et d'une intensité importante. On a vu des rallyes de 10 à près de 20% sur certains indices boursiers. Le Nasdaq a été un des leaders de l'été sur les marchés boursiers mondiaux et je voulais qu'on explique un petit peu ce qui s'était passé cet été et les enseignements qu'on pouvait tirer de cette parenthèse estivale qui semble s'être refermée depuis une dizaine de jours. Oui, le coup d'envoi de ce rebond, ça a été la Fed en juin. Non pas que la Fed a dit allez-y, achetez des actions, détendez les conditions financières. La Fed a dit j'espère un soft landing. Ouais. Ça, c'était la réunion du mois de juin. Ça, c'était la réunion du mois de juin. Et c'est à partir de là où on a eu une détente. On a eu une détente des taux, on a eu une détente de la volatilité. Bref, des conditions qui ont permis de mettre en place un rebond. Ouais. Et nous, en fait, on a vu 3 phénomènes dans ce rebond qui ont nourri au fur et à mesure de l'été ce rebond. Le premier phénomène, c'est que les craintes étaient tournées vers une inflation hors de contrôle. Or, en fait, l'inflation, elle a diminué. Quand on regarde les prix du pétrole, on était à $120 mi-juin. On est descendu sur le WTI à $88. Et ça a permis de faire réduire la composante headline et également la composante transport dans l'inflation core aux États-Unis. Et donc, ça a permis au marché de croire que le caractère restrictif de la politique monétaire aux États-Unis allait marquer le pas. Le pic d'inflation est en train d'être dépassé, la Fed est déjà auto-neutre, ouf, on peut souffler. Voilà. Ouf. Ça, c'était début juillet. Ça, c'était début juillet. Effectivement, on a eu des chiffres d'inflation qui n'accéléraient plus. Maintenant, nous, sur ce premier point, on regarde aussi la composante sticky inflation, qui est toujours très intéressante. C'est la partie un peu gluante, la partie qui va perdurer dans le temps de l'inflation. On est à 5,7%. Donc, plus que de la désinflation. Ce qu'on observe, nous, c'est des composantes qui permettent un petit reflux de l'inflation. C'est la composante énergétique avec le gasoline qui a beaucoup baissé aux États-Unis. Ça permet de faire souffler un peu les composantes transport et le headline. Mais d'autres composantes vont prendre le relais. Oui, c'est ça. Donc pour nous, il y a toujours un phénomène de diffusion de l'inflation aujourd'hui aux États-Unis notamment. Aux États-Unis et puis en Europe, on pourra y revenir. Mais donc cette euphorie de non, il n'y a pas d'inflation hors de contrôle, je trouve qu'on est allé un peu vite en besogne. Quels sont les autres phénomènes là qui ont pu jouer dans ce rallye estival Alors le deuxième phénomène, c'est qu'on est arrivé en juin avec des craintes de risques extrêmes. Ça portait sur des résultats d'entreprise qu'on attendait très mauvais et qui finalement n'ont pas tant déçu que ça, en particulier en Europe. Alors, les résultats d'entreprise, on regarde toujours dans le rétroviseur, donc on ne sait pas si on s'approche de la falaise, parce que le paysage est toujours magnifique dans le rétroviseur. Mais en tout cas, les résultats étaient plutôt bons. En Europe, par exemple, ils étaient portés par l'euro, qui a fortement baissé. Donc, quand vous êtes une cyclique exportatrice, ça peut aider. La demande était toujours soutenue. Et donc, ces résultats étaient finalement plutôt bons. Ah ouais. On a continué de réviser à la hausse en Europe, tant 2022 que 2023. On est sur 2022. Depuis le début de l'année, les résultats ont été révisés de 20%. Ah ouais.
Et aux États-Unis, les résultats étaient un peu plus mitigés. On révise à la baisse tant 2022, 2023, mais rien de catastrophique. Donc finalement, quand vous prenez des risques qui étaient craints, qui étaient pricés dans les classes d'actifs et qui ne se matérialisent pas tout de suite, finalement, ça permet aussi le rebond. Il y avait un phénomène de positionnement des investisseurs lié à un pessimisme peut-être trop important au début de l'été également, Delphine ? Oui, la baisse de juin était exacerbée par un sentiment extrêmement négatif et un positionnement très faible. Et ça a permis d'entretenir le rebond au fur et à mesure qu'il advenait, avec un phénomène bien connu par les anglo-saxons sous le nom de FOMO, Fear of Missing Out. Et l'autre phénomène technique de positionnement qui est de la part d'acteurs non sentimentaux, ce sont tous les systèmes de trading algorithmique, les CTA, les risk parity, qui, voyant un phénomène qu'on avait discuté avec vous sur le plateau, que vous aviez reçu Nicolas Leprince en juin dernier, avec la baisse de la volatilité, avec une nouvelle corrélation à nouveau saine entre les actions et les obligations, et puis avec un portage qui n'était pas inintéressant sur la partie obligataire, ça rendait ces acteurs-là, mais nous aussi, plus confortables pour aller remettre du risque en portefeuille et remettre de la duration en portefeuille. Je comprends. Pour autant, on a eu beaucoup de risques tout au long de l'été, qui ont été craints. Je vous confirme, oui. On a eu Taïwan, on a eu Nord Stream. Finalement, en fait, ces risques, pour nous, ils ne sont pas derrière nous. Non. Non, c'est ce dont on parle encore aujourd'hui. Bien sûr. Donc, on n'a pas eu de dérapage à Taïwan au cours des exercices militaires chinois, et on n'a pas eu de coupure totale du gaz dans Nord Stream. Néanmoins, avec 20% de fourniture de flux entrants, nous sommes toujours à la merci de la Russie pour cet hiver. Même avec des stocks remplis à 100%, on l'espère, ou en tout cas un peu plus que ce qu'on pouvait imaginer. S'il n'y a plus de flux de gaz russe entrant via Nord Stream, ça ne permet pas de tenir très longtemps. Oui, en fait, les marchés ont été un petit peu bercés par une lecture du stockage qui est en pourcentage des capacités. Oui. Alors nous, on regarde ça un peu différemment. On regarde le stockage en pourcentage de la consommation dont on va avoir besoin cet hiver. Et en fait, le stockage, ça représente, c'est variable selon les pays et les infrastructures de stockage, mais ça représente en moyenne à peu près 20% de la consommation de gaz dont a besoin la zone euro. Oui. Et 20%, ça va dépendre également des conditions de météo. Bien sûr. Et donc, ce stockage, oui, c'est un soulagement. On l'a fait à tout prix. Donc, ça va nourrir l'inflation pour les semestres prochains. En particulier, quand on regarde en Allemagne, les contrats sont renégociés une fois par an sur le gaz, et les négociations interviennent en janvier. Donc en fait, toute la hausse du prix du gaz par un restockage à tout prix va se voir dans les chiffres d'inflation en 2023. Ouais, très clair. Et même avec le stockage actuel, donc 20% de la consommation anticipée pour un hiver normal en Europe, oui, ça n'enlève rien au fait que le risque de rupture d'activité économique existe, peut-être plus que jamais d'ailleurs, pour les entreprises européennes ces prochains mois. Oui, pour nous, en fait, on a été bercé pendant 30 ans par une économie tournée vers la demande. Là, on est sur une économie où on se pose des questions sur l'offre. Est-ce que l'offre va être au rendez-vous ? Alors que pendant 30 ans, on s'est posé la question, est-ce que la demande va être au rendez-vous ? Et là, en fait, sur la question du gaz, c'est vraiment ça. C'est est-ce qu'on va, en quantité, être pourvu en gaz ? Peu importe le prix, le prix sera un dommage collatéral déjà fait, en quelque sorte. Et ça, pour nous, c'est pas pricé sur les marchés, c'est difficile de pricer dans les estimations des analystes une rupture du gaz. Alors, on a identifié les usual suspects qui vont subir... qui seront en première ligne. Qui seront en première ligne et qui vont subir les coupures de gaz. Notamment la chimie et l'industrie en Allemagne, ça va être très douloureux. D'autant plus que la position des gouvernements partout en Europe, ça a été de privilégier les consommateurs au détriment des entreprises.
Et ça va pas être, ça va pas être bon pour les résultats. C'est pas le même niveau de protection pour les entreprises et pour les ménages aujourd'hui. Voilà. Maintenant, c'est un risque assez binaire qu'il est difficile d'anticiper et qui nous invite à la prudence sur les marchés européens. Alors voilà, une fois qu'on est revenu sur cette parenthèse estivale, on comprend que vous accordez pas beaucoup de substances, vous mettez pas beaucoup de substances fondamentales dans le rallye qu'on a pu voir cet été, et donc il convient aujourd'hui, dans une stratégie multi-assets, de revenir à un niveau de prudence justifié, c'est ça, Delphine ? Oui, c'est-à-dire que notre façon de procéder, c'est de peser l'asymétrie du risque. Où est-ce qu'on va avoir le plus mal ? Est-ce que c'est à la hausse ou est-ce que c'est à la baisse ? En juin, clairement... le risque était à la hausse. Le risque était à la hausse et donc ça nous a amené à couper des protections. Là, le risque pour nous est à la baisse. Pourquoi ? Parce que quand on voit ce rebond qui a été, on parlait de décorrélation, de recorrélation saine entre les actions et les taux. Finalement, on a eu tout l'inverse. Depuis ces derniers jours, en fait, on a les taux qui montent et qui font baisser les actions. Ça, c'est un environnement qui nous déplaît et qui se justifie par le rappel à l'ordre des banquiers centraux à Jackson Hole. Et oui, transition parfaite, parce qu'on n'avait pas encore abordé la question de la politique monétaire, qui est centrale, mais je voulais qu'on se focalise aussi sur des phénomènes purement de marché qui ont pu expliquer ce rebond de l'été, et pourquoi vous estimez qu'il est temps de revenir à plus de prudence et de couverture pour dire les choses dans les portefeuilles, les stratégies, c'est ça, Delphine ? Oui. Ouais. Et on va parler maintenant des banques centrales. Merci beaucoup, Delphine. Delphine Arnaud, à nos côtés en plateau, gérante multi-asset et overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management.